parce que très très rapidement, en fait, techniquement, dans la programmation de l'Arsenic comme je la conçois, c'est comme ça que je fais, mais plein d'autres le feront différemment. Chaque directeur fera fera sa programmation en fonction de ses sensibilités, en fonction de la mission du lieu, etc. Donc c'est pas un collier de spectacles qu'on met l'un après l'autre, c'est la conjonction de plusieurs choses qui sont liées, comme je disais, à la mission du lieu, qui sont liées aux moyens du lieu, qui sont liées à un tissu culturel, à un contexte. Parce que quand on programme des spectacles, on tient compte aussi de ce que les autres programment, de ce qui se passe dans une ville, quelle est la réalité, l'environnement des artistes. Enfin, c'est donc vraiment la convergence de beaucoup de choses. Et aussi d'un contexte financier, aussi d'un lieu. Voilà, on peut dire, des fois on a des désirs de spectacle, mais on ne peut pas les inviter parce qu'ils sont beaucoup trop chers, c'est beaucoup trop compliqué de les inviter, ou le plateau est trop petit, donc il y a aussi des fois des contextes techniques d'un lieu. Donc c'est pas seulement j'aime tel ou tel spectacle ou j'aime tel ou tel projet, c'est vraiment la convergence de plusieurs choses qui vont faire qu'à un moment donné, on fait un choix. Des fois, c'est des choix qui apparaissent très franchement, des évidences, qui sont au-delà de notre intelligence ou de nos envies, c'est des évidences. Et puis, certains choix, on tarde à les faire mûrir, on n'est pas sûr, on doute, voilà. Ça ne veut pas dire que le spectacle sera meilleur ou voilà. Parce que nous aussi, on est comme vous, on fluctue beaucoup, on a beaucoup de filtres en fait. Des filtres liés à notre vécu, liés à notre sensibilité, liés à ce qu'on a appris ou pas appris, liés à tout ce qu'on a vu. Donc en fait, avec les années, on accumule beaucoup de choses et toutes ces choses se mettent entre nos choix et notre sensibilité. C'est des filtres. Voilà. Alors, ça c'est la partie un peu affectivo-sentimentale. Après, ici, la mission du lieu, c'est la création régionale. Voilà. On doit vraiment donner toute la place à la création régionale, prioritairement. C'est l'histoire du lieu. Ce lieu s'est ouvert en 1989 parce qu'il manquait de lieu pour le théâtre indépendant et la danse indépendante. À l'époque, tout était principalement concentré sur le centre dramatique de Lausanne, dirigé par Charles Potelos. Donc là, je parle vraiment des années 70. Je ne suis pas une historienne du théâtre ici, comme il s'est développé, mais en gros, c'était ça. Il y avait vraiment les institutions. Et sous l'influence des années 70, beaucoup de gens avaient envie de développer un théâtre moins bourgeois, pour faire vite, avec un rapport plus proche de la performance, du théâtre plus proche des gens, plus en interaction avec les gens, vraiment influencé par la performance, et puis aussi sortir le théâtre du lieu théâtral, du rapport bourgeois au théâtre, à la bâtisse théâtre. Hein. Vous avez tous en tête ces théâtres avec des colonnades, des escaliers. Donc là, il y a vraiment un rapport, je vais au théâtre, donc je m'associe à un bâtiment bourgeois, ça veut dire que je suis intelligent. C'est d'ailleurs un lien qui existe toujours. Aller au théâtre, c'est montrer aux autres, et salut Cynthia, aller au théâtre, c'est montrer aux autres que vous êtes intelligent, que vous êtes prêt à être attentif, que vous avez une certaine culture. Voilà, donc il y avait ce mouvement des marginaux à Genève, le mouvement des indépendants ici, qui commençait à grenouiller, qui commençait vraiment à grouiller, et ces artistes, menés notamment par Jacques Gardel, bon là je parle vraiment des années 80, pour toi c'est vraiment le Moyen-Âge. Hein. Bref, commençait à gronder, c'était le même mouvement à Genève, et sous cette pression, le théâtre Arsenic s'est ouvert. Il faut savoir qu'à l'époque, le service de la culture était dirigé par Marie-Claude Jéquier, qui était une femme très intelligente, très forte, qui a compris
qu'une ville pouvait trouver son rayonnement. Aujourd'hui, on appellerait ça du marketing urbain. Mais la ville pourrait trouver son rayonnement au travers de ses institutions culturelles. Et quand elle est arrivée à la fin des années 80, elle a mis Mathias Langhoff à Vidi. Mathias Langhoff qui venait d'être jeté de la comédie parce qu'il voulait faire des travaux à Genève. Donc elle met Mathias Langhoff à Vidi, elle met René Offand au théâtre municipal et elle fait venir Béjart, Maurice Béjart, le chorégraphe, qui a vraiment marqué la danse contemporaine très fortement. Les dernières années étaient un petit peu difficiles, mais c'est quand même quelqu'un qui a opéré une très forte révolution dans la danse contemporaine. Bref, elle met des gens très importants à la tête de ces institutions et elle trouve vraiment un nouveau souffle culturel assez prestigieux ici à Lausanne. Si je reviens à mes petits indépendants, eux, ils ne trouvent pas leur place de ces institutions. Et ce qu'on appelle la passerelle à Vidi, vous connaissez Vidi, c'était censé être le lieu des indépendants. C'est là qu'on allait mettre le théâtre et la danse des artistes qui vivaient ici. Ces artistes qui voulaient un théâtre plus performatif, plus laboratoire, comme je disais, influencé par tous les mouvements des années 70, de la performance. Et rapidement, Mathias Langhoff n'a plus voulu s'occuper de ça. Mais ça a été le cas pendant un moment quand même au début. Quand ils ont créé la passerelle, ça a été le cas. Pendant une ou deux saisons. J'étais pas là à cette époque-là, mais ça a rapidement été assez douloureux. Et c'est vrai que Mathias Langhoff, ça ne l'intéressait pas de faire de la création locale. Et locale, régionale, c'est un mot assez affreux. Donc pour faire vite, en fait, quand je parlais de la programmation qui est une convergence de plusieurs choses, travailler avec les artistes qui sont ici, c'est aussi une forme de, pour être un peu cruel, d'obligation. On doit travailler avec eux. Ils existent, ils sont ici, et je dois composer aussi avec ça. C'est les gens qui sont subventionnés par les commissions ici. Ils vivent ici, ils travaillent ici, ils développent un travail, ils émergent ici, ils développent une démarche artistique, donc je dois faire aussi avec eux. C'est la mission du lieu. Donc, en 89, quand Langhoff a dit « je ne veux pas m'intéresser de création régionale », Gardel et tous les gens qui travaillaient ici ont fait la pression sur Marie-Claude Jecquier et ils sont venus s'installer ici à l'Arsenic. Donc en fait, pendant très longtemps, l'Arsenic était tout ce que Vidi ne voulait pas. La marge, les régionaux, les locaux, etc. Pour faire vite, on va passer l'époque Gardel, mais c'est vraiment le lieu de la création. Donc en fait, tous les artistes qui travaillent et qui vivent ici se revendiquent une place ici. C'est pas rien. Je suis subventionnée par la ville et par le canton, je veux travailler ici à l'Arsenic. Donc quel choix programmatique peut faire le directeur? Quelle marge de manœuvre il a? Voilà, on en reviendra tout à l'heure, mais j'essaierai d'aller un peu vite. Donc après, Thierry Spichet, quand il est arrivé ici, il a poursuivi la mission, parce qu'elle est vraiment gravée dans le marbre. À partir de 1995, quand a été créée une fondation de surveillance des activités de l'Arsenic, c'est vrai que Gardel avait tendance à confondre un petit peu son activité de metteur en scène, son activité de programmateur. Il a aussi un peu dépensé trop d'argent, etc. Ils ont décidé d'en faire une fondation, et cette fondation, en fait, elle surveille que la mission du lieu, la région, soit vraiment tenue et suivie, et qu'on ne dépense pas plus d'argent que la subvention allouée au lieu. Donc vraiment, on a une autorité de surveillance en dessus de nous. En 1995, quand est arrivé Thierry Spichet, en même temps la fondation, lui, il a vraiment donné la couleur contemporaine à ce lieu. Vraiment, très fortement. Lui aussi a entretenu un rapport avec la création locale assez conflictuel. Il faut savoir que quand on n'a pas beaucoup d'argent, quand on travaille dans un lieu qui a vraiment cette aura d'être la marge de tout ce qui est un peu rejeté de l'institution ou l'institution dans laquelle on ne veut pas aller, parce qu'on veut se démarquer artistiquement de ce qui se fait dans cette institution, c'est pas facile de faire une bonne programmation. Sans fric, avec les acteurs d'ici, au niveau de l'ambition, c'est pas facile. Et lui, le virage qu'il a vraiment pris, c'est le contemporain, le laboratoire. La recherche. Donc il a vraiment plutôt privilégié les artistes qui s'intéressaient à innover des formes, mélanger,
mélanger plusieurs disciplines, la pluridisciplinarité. Il a fait venir des artistes vraiment assez marquants dans la recherche, comme le groupe Velma, qui malheureusement n'existe plus, c'est un groupe de musique. Donc vraiment, il voulait qu'il y ait de la musique ici. Gilles Jobin, qui a vraiment développé sa carrière de chorégraphe, qui sera d'ailleurs cette saison ici, qui était en même temps en lien avec Londres, donc lui il envoyait les artistes de Londres, enfin, il y avait Larry Bott, la femme de Gilles Jobin, mais bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Donc lui vraiment il a donné cette couleur contemporaine. Et quand je suis arrivée ici, j'avais vraiment envie de poursuivre ça, mais j'avais envie de renouer aussi avec le théâtre, parce qu'il y a très peu, beaucoup, presque de moins en moins de théâtre. Et il faut savoir que dans le contexte, en même temps que j'arrivais en 2003, il y a l'école de théâtre qui arrivait ici. Et en fait, ce qui m'a intéressée, c'est plutôt que d'être dans la recherche dans le laboratoire, qui est très intéressant, mon idée était de faire que le théâtre indépendant soit aussi important que les autres institutions. Qu'on sorte de la marge et qu'on devienne une institution du théâtre et de la danse indépendante. Donc comment mettre la même ambition sur les artistes de renommée internationale que sur la création locale. Et ça a vraiment été mon travail. C'est un travail de longue haleine que je fais avec toute une équipe, bien sûr. Et donc, comment hisser les artistes de la région au même niveau que les autres? Alors bien sûr, il faut plus de fric. On s'est battu pour que le bâtiment soit refait. Et c'est passé à la fois par un encadrement, un encouragement des artistes de la région, pour qui on a trouvé des coproducteurs à Genève, à Neuchâtel, à Fribourg, en Valais, en France, etc. Donc il faut plus de fric, il faut plus de temps de répétition, il faut être derrière, il faut y croire, il faut être ambitieux, et en même temps il faut un nouvel outil. Et c'est pour ça qu'on a refait l'Arsenal. Voilà. J'ai résumé. Non mais c'est important, on ne peut pas mettre les shows, on ne fait une programmation qu'en fonction d'une mission et d'une vision qu'on a. Voilà. Qu'elle soit accueillir tous ceux qui sont rejetés là-bas, comme c'était peut-être l'époque de Gardel, que ce soit prendre ceux qui font vraiment avancer le théâtre et la danse contemporaine au travers de l'innovation, comme c'était le cas à l'époque de Spicher, ou que moi, et Patrick Derame, qui vient dès l'année prochaine, ou que moi qui me suis dit, mais non, le théâtre, il faut enlever le mot indépendant. On fait du théâtre et de la danse ici, voilà. Et Patrick, en fonction aujourd'hui de comment le tissu a changé, avec la manufacture, avec Vincent Baudrier maintenant à Vidi, le développement du 221, de la grange de Dorigny, etc., on tient compte aussi de tout ça pour faire une programmation. Donc, ici, on accueille des spectacles qui sont déjà tout faits. Il y a des spectacles qui sont faits en coproduction, donc qui sont répétés des fois ailleurs, qui se terminent ici, qui se jouent ici, puis qui partent ailleurs. Et puis, donc accueil, coproduction et création totale, dans le sens où ils sont répétés 6 semaines, 8 semaines, ils se jouent avant de partir en tournée. Voilà. Théâtre et danse. À la fois ici, ce qu'on aime bien, c'est avoir des artistes assez confirmés, qui tournent déjà pas mal, qui ont déjà 10-12 ans de création derrière eux. Je pense à quelqu'un comme Denis Maillefer, Marielle Pinsard, on a beaucoup accueilli Guillaume Béguin, etc. Donc vraiment, il y en a plein d'autres, hein, mais c'est ceux qui me viennent maintenant. Massimo Furlan, qui a vraiment développé son travail ici. Donc l'idée avec eux, c'était de ne pas les prendre pour un spectacle, mais de s'engager sur un long temps. Donc ça aussi, c'est un rapport à la programmation qui n'est pas « j'aime pas ». C'est « ok, je veux travailler avec Marielle Pinsard, c'est une femme qui écrit des choses intéressantes, elle a un vécu, elle fait un théâtre fort, engagé, qui nous déstabilise, etc. Je ne prends pas un spectacle, mais je m'engage en tout cas sur 2 ou 3. Donc l'année d'après ou 2 ans après, elle fait déjà partie de la saison. Donc on ne parle pas vraiment de choix, on parle plutôt d'un accompagnement d'un artiste. Et ça a vraiment été le cas avec pas mal. Et pas seulement des artistes de la région, mais aussi des compagnies comme la Lacran, qui sont basées à Genève, qui reviennent cette année.
Voilà, ça c'est les compagnonnages sur plusieurs saisons. Il y a aussi des accompagnements qui se sont arrêtés. 2, 3 spectacles et après plus de feeling. On n'a plus rien, ça marche plus. Et on a interrompu certains compagnonnages. Et ce qui me fait dire, c'est important de savoir aussi arrêter un compagnonnage. De ne plus être à l'aise avec un artiste parce que sa démarche ne se déploie pas comme on a envie de la déployer ici. Et peut-être que cet artiste doit travailler ailleurs, ou peut-être que sa démarche doit se déployer autrement, mais en tout cas, il n'y a plus de complicité, il n'y a plus de connivence. Donc, il y a des compagnonnages qui se sont arrêtés. Et il y a certains spectacles, et ça c'est assez important, c'est ce qu'on appelle les accueils. Comme vous allez voir ce soir, Trajal. C'est des spectacles qui sont créés ailleurs. Ce spectacle a été créé cette année à Avignon, au Festival d'Avignon. Trajal est un artiste c'est la deuxième fois qu'il vient ici à l'Arsenic. C'est un chorégraphe américain qui a émergé il y a quelques années, notamment avec des chorégraphes comme François Chéniaud, Marlène Freitas. Je vous envahis pas de nom parce que ça va être gavant, mais c'est vraiment encore cette jeune génération de chorégraphes pluridisciplinaires qui empruntent à toutes les cultures, qui n'appartiennent à aucun mouvement chorégraphique, qui mélange à la fois la pop culture, du classique, la mode, les réseaux sociaux. Enfin voilà, c'est vraiment cette génération d'artistes qui empruntent partout dans une totale irrévérence et dans une totale liberté. Et il y a vraiment eu un mouvement très fort de ce type et qui continue à exister, qui continue même à faire des petits-enfants. D'ailleurs, si vous venez la semaine prochaine voir Jungle, là aussi, on est vraiment dans... Voilà. On peut aller chercher chez Nijinsky, on peut aller chercher chez Martha Graham, mais on peut aussi inventer des styles qui viennent totalement des réseaux sociaux, de la pop culture, prendre du hip-hop. Vraiment, c'est des gens qui... Leur style, c'est de mélanger tout ce qu'ils ont, tout ce qui leur fait envie, en totale liberté. Voilà. Peut-être que dans 10 ans, ça a disparu, mais enfin voilà, ça c'est Trajal. Donc, dans la saison, on a aussi des accueils qui viennent ponctuer la saison. Et ces accueils, ils sont assez importants parce que c'est des spectacles qui existent, qu'on choisit pour leur qualité artistique. Donc, là, c'est vraiment un choix artistique. Bing. Je vois un spectacle, il me plaît, je l'invite, il est en saison. Voilà. Et c'est assez important quand on fait beaucoup de créations, beaucoup de coproductions, d'avoir aussi des spectacles qui sont certes toujours en travail, hein, vous le verrez ce soir, Trajal, ils sont encore en train de travailler, en train de changer plein de trucs, mais c'est aussi important d'avoir des spectacles qui sont terminés, voilà, qu'on a vus et qui dénotent d'une démarche singulière, particulière. Et puis aussi, c'est des artistes qui travaillent dans un autre environnement que l'environnement vaudois, suisse, donc ils sont imprégnés par d'autres choses. Et il faut ce mélange. On ne peut pas que être dans... Parce que somme toute, les artistes qui travaillent ici, ils sont baignés d'une culture helvétique, un environnement social, économique, etc. Et quand on a des artistes comme ça qui viennent d'ailleurs, on sent qu'ils sont émus par une autre réalité économique, sociale, etc. Donc il faut ce brassage, il faut cette rencontre. Et aussi, quand on fait de la création, certains spectacles sont encore très fragiles, et les accueils, c'est aussi une opportunité d'amener un spectacle qui a abouti, qui est réussi à mes yeux. Et ça, c'est vraiment subjectif. Voilà. Donc voilà, une programmation, elle tient compte de tout ça. De compagnonnage, de découverte. C'est aussi important de donner la chance à des artistes. Cette année, il y a des spectacles et des artistes qui vont faire leur premier spectacle. C'est le cas de Cyprien Colombo, le tout jeune en février, le programme Salle Jeune de février.
Voilà, il y a des artistes qui vont faire leur deuxième spectacle, qui sont très émergents, premier spectacle. Donc il faut donner la chance à des jeunes artistes. Alors là, on n'en sait rien, ça c'est un coup de cœur, c'est une intuition. Le projet est bien, ce que raconte l'histoire que raconte cet artiste est intéressante, donc on se dit, bah tiens, allez, on y va, on lui donne sa chance. Mais il ne faut pas avoir que ça dans une programmation. Donc ma façon de travailler, c'est de... Je suis assez protéiforme, j'aime beaucoup de choses. Je n'ai pas des goûts très précis. J'aime bien la variété. J'aime bien les choses très tragiques, comme les choses très drôles. Donc à ce niveau-là, je suis assez à géométrie variable. Donc en gros, la saison, elle est ponctuée d'accueil, comme ça, tout du long. Beaucoup de créations, des coproductions, et puis toujours ce grand écart entre artistes confirmés et artistes émergents. Voilà. Et bien sûr, beaucoup de Suisses, beaucoup d'artistes de la région, parce que c'est la mission du lieu. Je ne sais pas si c'est très clair. C'est très bien expliqué. Donc, il y a bien sûr, des fois on se trompe, je me trompe, des fois il y a des spectacles qu'on voit, on se dit, mon Dieu, qu'est-ce qui... Heureusement. Mais oui. Et ça, c'est important comme spectateur. Quand on voit un spectacle, on est rempli de ce qu'on a vécu dans la journée. De là où on est. Là, je sors du filage d'Alexandre Doublet et c'est un spectacle que je trouve très poignant. Mais parce que les textes qui sont racontés sur le plateau me touchent beaucoup dans mon actualité. Je ne vais pas vous raconter, mais c'est des témoignages, c'est très beaux textes, c'est très bien écrit, les acteurs le disent très très bien. Et ce qui se raconte fait complètement partie de mon actualité, ma vie en ce moment. Donc j'ai l'impression que tout fait mouche. Mais peut-être que vous allez le voir et aucun de ces textes ne vous touche, c'est pas votre actualité, c'est pas votre vie, voilà. Donc en fait, de faire de la programmation, on est aussi, à tout moment, aussi influencé. On a des problèmes familiaux, il fait moche, on est fatigué, ou on est en pleine forme, on est amoureux. Et ça, c'est tous les filtres, c'est ce que je disais. Et on est bourré de filtres. Et des fois, on part sur un spectacle, on se dit « Ah, mais ça va être génial, ça va être formidable », et finalement, on se dit « Bon, j'ai pas été très inspirée ». Ça peut arriver, voilà. Parce que nos filtres, au moment où le spectacle se fera, une année et demie après, eh bien, ils ont changé et on ne reconnecte plus. Mais on doit quand même le défendre, on doit aller jusqu'au bout, on doit travailler avec l'artiste, voilà. Heureusement, ça ne se passe pas trop souvent, heureusement. Et voilà, quand on voit un spectacle, on est plein de ces filtres. Et puis, ça va aussi faire que les choses, elles rentrent à différents endroits. Il suffit qu'on mette d'autres filtres et ça rentre à d'autres endroits. Donc faire une programmation, c'est aussi tributaire de ça. Voilà. Mais il faut assumer, faire les choses bien, mais aussi de se tromper. Et puis après, bien sûr, comme je dis, il y a l'outil. Ici, on ne peut pas faire n'importe quel spectacle. Et puis après, le fric. Des fois, je vois des spectacles, ça m'a l'air formidable, mais ils sont 25 sur le plateau. Voilà, on n'y arrive pas, c'est trop cher. Voilà. Mais maintenant, je réponds volontiers à vos questions. Bon, toi, tu connais bien, parce que tu as travaillé 6 mois ici. Peut-être que tu as une question. Non, en fait, je me demandais, quand tu vas voir des spectacles ailleurs, ça peut être n'importe où, si tu vas toute seule ou bien si tu es avec des gens de l'équipe. Ça dépend. On va voir des spectacles. Je sollicite pas mal mes collègues, eux vont voir les choses. On parle beaucoup des spectacles. Bon, surtout les spectacles sont ici, parce que leur avis m'importe. Et justement, nous, on suit un spectacle, on a aimé un spectacle, et puis c'est toujours un petit peu l'angoisse, est-ce que mes collègues vont aussi les aimer? Puis des fois, ils ne les aiment pas, et ce débat, il est intéressant. Et c'est vrai qu'on doit aussi laisser tomber notre amour-propre. Voilà. Quand je prospecte ailleurs, en principe, je suis assez seule. Alors, je rencontre des gens qui viennent d'ailleurs, parce qu'entre professionnels, on se rencontre, il y a quand même pas mal de réseaux, les choses fonctionnent beaucoup en réseau. Et puis, moi, je sais que je regarde ce qui se passe dans les théâtres où je sens qu'il y a une affinité artistique. Je ne vais pas nécessairement
je vais pas dans n'importe quel théâtre, c'est impossible, parce qu'on pourrait passer toutes nos soirées dans le théâtre. Donc on fait un peu une sélection en fonction de ce que les gens programment, ou comment on connaît le programmateur. Donc du coup, quand on se retrouve à certains endroits, des fois on retombe sur les gens. Donc on n'est jamais totalement seul. Mais de manière générale, finalement, je vais assez seule au spectacle. Mais parce que ça, c'est vraiment notre travail. Il faut voir beaucoup de spectacles. Et d'ailleurs, c'est bien que tu te poses cette question. Pour dire oui ou non à un artiste, il faut se donner la peine de s'intéresser à sa démarche. Et ça, c'est important. Il y a certains artistes à qui j'ai dit non 10 fois, mais parce que j'ai vu leur spectacle et définitivement, je n'ai aucune affinité. Ça ne me touche pas, ça ne m'intéresse pas. Alors je dis jamais ce que tu fais c'est de la merde. Ça je peux le dire à mes collègues, comme ça on prend le café. Non mais parce que ça c'est les goûts. Donc je dis toujours, ça n'est pas ma sensibilité. Voilà, c'est mon grand mot, ça n'est pas de ma sensibilité. Mais c'est peut-être la sensibilité à d'autres directeurs, etc. Donc ce que tu fais peut-être est intéressant, mais je n'y vois aucun intérêt, ça n'est pas ma sensibilité. Et ça on peut le dire que si on a vu les spectacles. Donc le visionnement des spectacles, il y a beaucoup d'obligés. Et les visionnements par plaisir, on va chercher des spectacles en accueil, mais des visionnements, des obligés. Et ça, on a énormément d'obligés, énormément. Et ça, c'est mon travail. Donc c'est vrai que je ne vais pas nécessairement amener mes collègues, leur imposer ça. Voilà. Et la solitude du spectateur, elle est pas mal aussi. Il ne faut pas se laisser influencer, ne pas boire avant. Mais c'est vrai que quand c'est notre travail, c'est pas un métier, c'est un travail qu'on fait. C'est pas la même chose que le spectateur qui aime bien aller. Souvent, on va au théâtre ou au cinéma avec des amis, ou avec un conjoint, une conjointe, etc. Mais quand c'est notre travail, finalement, on est là tout seul. Du coup, ça peut être dans les deux sens. Ça peut être toi qui vas voir quelque chose parce que tu as envie d'aller voir ça, puis après le programme. Ça peut être aussi, encore plus, j'imagine, eux qui t'appellent. Qui sollicitent, c'était ma question. Ok. Ouais. Et puis. Quelle est la proportion dans une saison de spectacles que vous avez choisis ou parce que vous êtes allé les voir ou bien parce que vous avez été sollicité? C'est 2 tiers de sollicitation, d'obligation, 1 tiers de choisir. Curiosité, choix. D'accord, ok. Ouais. Après, on ne travaille pas tous la même chose. Je connais d'autres directeurs ou directrices qui voient beaucoup moins de spectacles et qui font un excellent travail. Ça, c'est ma façon de travailler. De nouveau, quand on dit qu'on est directeur théâtre, c'est pas une profession, c'est un travail qu'on fait. Mais on peut travailler. Il n'y a pas de manière de travailler où ça c'est vraiment ça. Moi je travaille comme ça, mais si vous avez l'occasion de rencontrer Patrick Derame quand il sera directeur ici, sûrement que lui il travaille autrement et il aura une autre approche, etc. Ça, c'est Est-ce qu'il y a de l'autocensure à l'Arsenic? De l'autocensure? Qu'est-ce que vous entendez par autocensure? Certains thèmes, certains types de spectacles on dit non, ça on fera jamais. Non. Okay. Non. J'aime bien les choses, les textes ou les projets assez engagés, assez irrévérencieux, autant en termes de contenu que de forme. J'ai pas peur du nu, j'ai pas peur de la cruauté, j'ai pas peur de thématiques difficiles, etc. Peut-être, il m'est arrivé de dire non à un artiste parce qu'il était vraiment toujours en conflit, voire des conflits violents avec son équipe. Et ça, à un moment donné, ça a été trop loin et j'ai arrêté de collaborer avec lui pour ces raisons. Problème de violence. Et ça, c'était pas possible. Même si c'était un artiste que j'aimais beaucoup. Ou, je sais pas, peut-être quelque chose qui virerait extrême droite ou peu importe. Là, peut-être que ça n'est jamais arrivé. Mais là, voilà, quelque chose qui heurterait ma morale. Voilà. Mais il en faut beaucoup pour me heurter moralement. Non, mais parce que là, pour moi, c'est quand même un lieu de débat. C'est un lieu de... On n'est pas là... Ouais, c'est un lieu de réflexion, c'est un débat, mais aussi de divertissement. Et j'aime bien des fois les choses qui divertissent. Je ne suis vraiment pas contre le divertissement, parce que je trouve qu'à travers l'introspection, la réflexion, la remise en question, on peut aussi se divertir. Divertir, donc se dégager de ce qui est la vie normale, donc le divertissement. Ceux qui ont fait du latin en parlent mieux que moi. Mais
Donc, mais ouais, je pense que l'art est toujours quand même un lieu de... Et dans le divertissement, il peut y avoir aussi un travail violent, introspectif, etc. C'est pas nécessairement le divertissement toujours joyeux. Et c'est vrai qu'à cet endroit-là, j'ai assez le goût du risque. Mais c'est aussi pour ça qu'on a fait le tarif unique à 13 francs. Et ça, c'est assez important de le dire. C'est qu'on prend beaucoup de risques, les artistes prennent beaucoup de risques, et le spectateur, il risque pas 45 francs, il risque que 13 francs. Donc c'est le prix du risque. Il dit, oh, bah, au pire, j'ai des... Bon, vous avez un abonnement. Mais au pire, j'ai risqué 13 francs, donc je reviendrai. Puis c'est une manière aussi de mettre tous les spectacles et les artistes au même niveau. Ouais, il y a tous les spectacles sont du même poids financier, du même ticket. Il n'y a pas les XL et les S. Mais qui peut exister. Moi, j'ai travaillé au Festival de la Bâtie avant à Genève, et les entrées étaient extrêmement importantes. Donc, quand vous avez des spectacles avec cachets 50 000, 60 000 francs, mais vous êtes obligé de faire une entrée à 45 francs parce que vous en avez besoin. Et le public, il peut aussi comprendre que sur scène, il y a 25 personnes, c'est une semaine de montage, c'est un spectacle qui coûte très cher, et le spectateur, il collabore à ça, il aide aussi à ça, voilà. À l'inverse de certains concerts, il y a vraiment un enrichissement dans le domaine de la musique, avec les entrées. Hein. Vous avez des entrées à 200, 300 €, là il y a vraiment un enrichissement. Mais avec le théâtre, rarement. Donc on couvre les frais. Mais ici, on a fait le choix à l'intérieur du budget de prendre des spectacles qu'on peut se payer, que notre subvention peut absorber. Et on demande, on dit au public, risquez de venir voir une création. C'est pour ça qu'on a beaucoup de créations. Risqué, 13 francs, c'est pas si risqué que ça. Donc, voilà. 45 francs, un truc que vous avez détesté, la fois d'après, vous posez la question. Voilà. Si on vous a vraiment payé le prix que coûte le spectacle, sans la subvention, ça veut dire que vos impôts payent tout ça. Mais ça, c'est un autre débat. Vous payeriez bien plus cher le billet.